avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Et oui, je reçois ce matin le baroudeur Bernard de la Villardière qui célèbre les 20 ans d'enquête exclusive sur M6 avec un numéro inédit. On va en parler, mais alors d'abord, expliquez-moi, Bernard, comment vous avez fait pour vendre à M6 une émission sur l'international il y a 20 ans, alors qu'à l'époque, en matière d'infos, je crois qu'il y avait juste le 6 minutes, peut-être, ce petit journal express. Oui, alors après, il se trouve qu'à l'époque, j'étais à la tête de Zone Interdite et donc je lançais des documents à l'international après le 11 septembre, la montée de l'islamisme, les talibans d'Afghanistan, la traque de Ben Laden. Et quand ces docs étaient prêts, plutôt que de les mettre en prime, finalement, la chaîne, notamment Thomas Valentin, me disait non, c'est plus prudent peut-être pour des questions d'audience de le mettre en deuxième partie de soirée. Et on avait créé les docs de Zone Interdite. Et ça a commencé pas mal marché. On a fait 5 ou 6 émissions. Si bien qu'au bout d'un moment, la chaîne s'est dit, bah tiens, on va lancer une mensuelle qu'on va appeler Enquête exclusive, une nouvelle marque. Et donc là, naïvement, j'ai été voir Thomas Valentin et je lui ai dit, bah écoute, j'aimerais bien présenter aussi cette émission. Il m'a dit, non, c'est une autre case, c'est autre chose. Donc on va embaucher Anne-Sophie Lapix, qu'ils avaient repéré et qui était à l'époque à LCI. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai dit, écoutez, non, mais moi j'abandonne mon siège de Zone Interdite et je prends cette case. Ce qui était un vrai risque, parce que d'abord, je passais en deuxième partie de soirée, et ensuite parce que c'était une mensuelle à l'époque, et la première année, il y a 8 numéros. Et puis après, ça pouvait ne pas marcher. Et ça pouvait ne pas marcher. Oui, avec le recul, je me dis que c'était un peu risqué, C'était un peu risqué. Mais j'avais la foi, puis j'aimais ça, j'avais travaillé LCI, je faisais le Journal du Monde, je me suis toujours intéressé à l'international, donc ça a toujours été pour moi quelque chose de... Voilà, qui m'intéressait. Et très vite, vous êtes parti sur le terrain. Et puis j'ai convaincu la chaîne très vite aussi, plutôt que d'ouvrir un studio avec des techniciens, des caméramans, des preneurs de son, des gens de la salle de mixage, etc. J'aurais dit, pour le même prix, vous me payez un billet d'avion et je vais avec 2 caméramans à l'autre bout du monde et je vous ramène, plutôt qu'une interview en plateau de 7-8 minutes, je vous ramène 20-25 minutes d'émission. Et c'est ça qui a été vraiment la marque de fabrique d'Enquête exclusive. Très vite, très bien marché, si bien que d'ailleurs l'émission est passée de mensuelle à hebdomadaire, mais en 1 an et demi. Enfin, ça a été très rapide. Et donc, ça a été formidable. Mais à l'époque, chaque fois que je prenais l'avion, je me disais, c'est formidable, mais ça n'a pas duré très longtemps, c'est pas possible. Et en fait, les audiences ont continué de se consolider au fil des années. Vous êtes devenu une marque vous-même, Bernard de la Villardière. Votre style, votre façon de faire, ça a même d'ailleurs beaucoup été caricaturé à une époque. Ce style Bernard de la Villardière, je ne sais pas si ça vous agaçait. Je suis resté moi-même. Oui, à une époque, c'était un peu agaçant parce que c'était trop de l'acharnement et que il y avait pas. Et en même temps, ça vous a permis de faire parler de votre émission, finalement. Non, puis il y avait beaucoup de jalousie, parce que, franchement, je peux comprendre que ça a excité la jalousie d'un certain nombre de mes confrères, parce que je suis un des journalistes sur la place de Paris qui a le plus voyagé au cours des 20 dernières années, et dans des pays formidables, chaque fois avec des aventures incroyables. J'en ai fait au moins 80 pour 80 pays. Donc vous avez usé pas mal de passeports, j'imagine. Oui, j'en ai eu une dizaine. Mais j'ai 3 passeports aujourd'hui, 2 passeports français et un passeport argentin. D'accord. Mais il y a des pays, j'ai payé cher parce qu'il y a des pays qui me sont interdits. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, j'ai été en Égypte pour plonger en mer Rouge. J'étais avec ma femme, je rejoignais des amis là-bas. Et arrivé à Hurghada, mon passeport a bipé, on m'a remis dans l'avion. Aïe. Parce que vous aviez fait des visages. Parce que j'étais allé en reportage quelques temps plus tôt, sans demander un visa journaliste, parce que l'équipe qui avait été avant moi avait été coachée, surveillée de près. Donc je me suis dit, la seule manière de travailler, c'est que je puisse travailler en 12D. Donc je suis parti avec un caméraman, avec une petite caméra. Et donc ils n'ont pas aimé, parce que c'était un film contre la dictature Al-Sisi, parce que même s'il a chassé les frères musulmans du pouvoir, finalement, le régime égyptien aujourd'hui n'est pas tendre avec l'opposition, et notamment avec les journalistes. Pourquoi vous avez un passeport argentin? Vous avez la nationalité argentine? Parce que ma mère est argentine, mes parents sont mariés là-bas, et oui, j'ai la nationalité argentine. Et alors, on parlait de risques pris parfois, vos équipes aussi ont parfois pris des risques. C'est vrai que les gens pensent que je fais tout. Mais il y a des centaines de réalisateurs qui ont travaillé pour cette émission au cours des 20 dernières années. Il y a une centaine de producteurs, dont Tony Comiti, Patrick Spica Productions, Ligne de Front, qui est cette société de production que j'ai créée à l'époque pour produire du Enquête exclusive, et qui travaille aussi pour Canal, etc. Et donc je ne suis pas seul.
Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de journalistes, réalisateurs qui ont pris des risques pour cette émission, à commencer par Vincent Prado, qui a fait cette émission des 20 ans sur le nouveau visage de la guerre, et qui a été en Ukraine, et qui a, vous allez le voir, il a risqué sa vie, parce qu'il a été ciblé par un drone russe, alors qu'il était dans un véhicule militaire de l'armée ukrainienne. Et heureusement que le brouillage a bien marché, ce qui fait que le drone russe a lâché sa bombe qui est tombée à côté du véhicule dans lequel il était. Ce que vous dites, c'est que c'est souvent a posteriori que la peur arrive. Sur le coup, on ne se rend pas forcément compte des risques. Oui, c'est vrai que parfois je me fais aussi des reproches parce que dans le feu de l'action, je prends des risques et je fais courir des risques aussi à mon équipe. Ouais. Voilà, mais oui, on a dû évacuer des journalistes de certains pays, comme la République centrafricaine. Vincent Prado, dont je vous parlais, il a été mis en prison au Kazakhstan. Moi-même, j'ai terminé en tôle pendant quelques heures à Cuba il y a des années. Même en France, vous avez pris des risques, parce que vous avez été placé sous protection policière à une période, Bernard de la Villardière. Oui. Puis il y a cet épisode de Sevran où voilà, je me prends de bec avec des jeunes des cités, alors que je suis en train d'interviewer un imam devant une mosquée, la mosquée des Radars, où il y a pas mal de jeunes qui ont été enrôlés dans l'État islamique et qui sont partis en Syrie, en Irak. La plupart d'entre eux ont perdu la vie, malheureusement. Et donc c'est une séquence qu'on a choisi de tourner le matin parce qu'on m'a dit il n'y a pas de dealers à ce moment-là dans la cité. Et en fait, si, ils étaient là et très vite on a été pris à partie. Et non, et ce qui est assez drôle, c'est qu'on me parle encore de cet épisode qui date d'il y a 10 ans et que c'est à ce moment-là que j'ai eu le statut de journaliste courageux. C'est-à-dire que j'étais en même temps un peu déçu parce que j'étais en Afghanistan, vous avez fait de la prison à Cuba, dans des pays qui étaient un peu plus dangereux. Mais aux yeux du public, cet épisode où j'ai tenu tête à des dealers de banlieue, c'était votre fait de guerre, est un fait de guerre, absolument. J'ai éprouvé mon vrai courage. Et alors dimanche, pour le numéro inédit d'enquête exclusive, donc réalisé par Vincent Prado, c'est vrai qu'on va avoir très peur pour vos équipes qui se rendent en Ukraine pour enquêter donc sur les nouvelles technologies utilisées par l'armée pour faire face aux Russes. Parmi ces nouvelles technologies, il y a des drones qui filment, mais des drones qui tuent aussi. Et pendant un trajet en voiture, ils vont être visés donc par un drone russe. Et ce que ce documentaire met en avant, c'est la force des armes de demain. L'armée ukrainienne qui a quand même subi des pertes conséquentes, entre 60 000, 100 000 morts selon les estimations. Sans les drones, elle aurait peut-être déjà perdu cette guerre. En fait. Oui, et puis d'ailleurs, ils ont accéléré la production de drones, c'est-à-dire qu'ils ont produit 1,5 million de drones en 2024. Cette année, ils prévoient, c'est pratiquement à la fin de l'année, mais ils vont produire 4,5 millions de drones. Incroyable, des drones tueurs pour certains d'entre eux. Et c'est vrai que ça a bouleversé le visage de la guerre, parce que c'était une guerre de tranchées. Mais aujourd'hui, quand vous êtes dans une tranchée, vous êtes transparent, parce qu'il suffit qu'il y ait un drone qui vous surveille, qui vous repère du ciel, et les artilleurs d'en face peuvent mieux régler l'angle de tir. Et donc voilà, il n'y a plus des tests comme autrefois où on tirait 2 ou 3 obus avant de viser dans la cible. Et donc c'est une guerre qui est devenue une guerre de mouvement. Et puis qui est évidemment très meurtrière. Et vous nous faites découvrir des nouvelles armes, en France aussi, avec Dassault, qui développe un drone furtif à la pointe de l'innovation. Ça, vous avez pu le filmer en exclusivité. Il développe aussi une future navette de combat spatial. Ouais, ça c'est Dassault aussi. C'est assez scotchant, le Vortex. Parce qu'il y a une guerre 3.0 qui se prépare, et le champ de bataille, ce sera l'espace. Oui, le champ de bataille, ce sera entre autres l'espace, ce sera aussi la désinformation, ce sera la guerre hybride, ce qu'on appelle la guerre hybride. C'est des choses dont on parle régulièrement dans Enquête exclusive, et c'est vrai que ce sujet, ce reportage, il a été tourné à la fois sur le front ukrainien et dans les industries de l'armement ici en France. On a été sur le porte-hélicoptère Tonnerre, et on voit comment la marine française est en train de mettre mettre au point un sous-marin, un drone sous-marin, qui est un drone qui pèse plusieurs tonnes, qui transporte aussi des charges explosives et qui est indétectable. Parce qu'il y a aussi, on en parle dans ce sujet, il y a le quantisme, la physique quantique, sur laquelle on avait fait progrès considérable. Alors le quantisme, ça permet d'accélérer les modes de calcul, la force de calcul des ordinateurs, mais ça permet aussi
de repérer ce qui n'est pas repérable, et notamment les sous-marins nucléaires. Ce qui va bouleverser aussi la guerre et la dissuasion dans les années qui viennent. Vous allez découvrir tout ça dans ce numéro exceptionnel d'enquête exclusive sur le nouveau visage de la guerre. C'est à voir dimanche soir, 23h15 sur M6. Et on vous souhaite un bon anniversaire donc merci à Enquête beaucoup. exclusive. Merci Bernard de la Villardière d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci Bernard de la Villardière. Culture Média continue après les infos de 10h30, Thomas. Avec l'aventurier Laurie Lag et le comédien Jérémy Régnier, partis tous les deux au pôle Nord pour une aventure, alors là vraiment surhumaine, qu'ils vont nous raconter dans un instant sur Europe 1. Tiens,